de la Shoah.org. Merci. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les rendez-vous du mage. Lise Gutmann. Et Sophie Andrieux qui nous fait, comme tous les mois, l'amitié d'être dans le studio de Radio J. Bonjour Sophie. Bonjour Lise. Alors, en ce printemps, on peut le dire, beaucoup de choses se passent au MAGE et se sont passées. Alors, je rappelle que pour avoir tout le programme, on va sur le site, c'est majmage.org. Ceci dit, on le redira à la fin, mais j'aimerais revenir avec vous parce que c'est important aussi de revenir sur des événements qui se sont passés. Vous avez reçu le 10 avril l'immense auteur israélien Edgar Keret, qui est traduit en français aujourd'hui. Alors, je sais que vous l'avez rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Alors, donc, Edgar Keret est venu au MAGE à l'occasion de la parution de son nouveau recueil de nouvelles qui s'intitule Correction automatique, qui a été publié par les éditions de l'Olivier il y a donc quelques mois. Donc, on l'a invité à cette occasion. Et ça a été vraiment une très belle rencontre. Déjà, on était heureux de le retrouver parce que la dernière fois où il aurait dû venir, c'était au moment juste du Covid et au moment où tous les événements se sont arrêtés. Et notamment, je crois me souvenir que quand on a décidé d'arrêter les événements, c'était justement sa rencontre à lui, la première, qui a été annulée. Ah oui, donc, le pauvre, oui. C'était, on était d'autant plus heureux de le retrouver. Et j'avais envie de partager avec vos auditeurs un petit moment de ce qu'il a partagé avec nous. Un moment qui m'a particulièrement touchée parce qu'il nous a parlé de sa sœur qui est ultra-orthodoxe, qui habite à Mea Shearim. Elle a 11 enfants, 50 petits-enfants et même un arrière-petit-enfant. Et donc, il nous raconte qu'ils sont très proches et que malgré leurs différences de vie qu'on imagine, ils s'appellent quand même une fois par semaine. Et après le 7 octobre, donc quelques jours après le 7 octobre, ils ne s'étaient pas appelés. Et puis donc sa sœur l'appelle et donc ils essaient de parler, mais ils se rendent compte tous les deux qu'ils n'ont pas du tout la même approche des événements. Edgar Keret est sans cesse sollicité par des journalistes pour prouver ce qui s'est passé. Et elle a un regard assez distancié par rapport à ce qui se passe parce qu'il n'y a pas d'alerte à Mea Shearim, elle ne connaît personne qui a été victime ou touché directement. Et donc, elle dit, moi, je prie. C'est vrai que le monde des kibbutzim et de Mea Shearim est très éloigné. Il y a vraiment plusieurs mondes, même entre eux. Et donc, elle lui dit juste, je prie 2 fois, je prie 2 fois. Donc, il se rend compte qu'il y a un tel écart entre eux et ça lui crée quand même une forme de chagrin. Et il préfère arrêter la conversation. Il lui dit, écoute, on reparlera plus tard. Entre-temps, il se lance dans l'écriture d'une nouvelle, une histoire sur un homme qui prie toute sa vie et qui, après le 7 octobre, décide de prier encore mieux pour trouver plus d'intention et plus de profondeur dans ses prières. Et en fait, au fur et à mesure que Edgar Keret écrit, il nous raconte qu'il oublie presque, il écrit l'histoire d'un juif ultra-orthodoxe, mais que c'est plutôt de lui qu'il parle et qu'il a retrouvé en écrivant aussi cette forme de nécessité de s'adresser à quelqu'un qui n'est pas un lecteur imaginaire comme sa sœur va s'adresser à Dieu. Et donc, il s'est dit, c'est ça qui nous relie. C'était cette sorte d'absolu et de nécessité de s'adresser aussi à l'autre. Et donc, il a, grâce à cette nouvelle ou par cette nouvelle, rappelé sa sœur en lui disant que la prière et l'écriture étaient ce qui les reliait tous les deux. Et sa sœur en a été heureuse, même si elle a dit, moi, Dieu n'est pas une personne imaginaire, je ne sais pas qu'elle existe, s'il existe. Oui, bien sûr. Donc c'était une belle histoire que c'est j'avais une très envie belle histoire de partager avec vous. Merci de la partager parce que en ce moment, faire du lien entre soi, entre amis, entre inconnus, dans la famille, c'est si important.
Et Absolument. grâce à cette anecdote, eh bien, Voilà, Sophie on peut faire du Andrieux, lien. vous faites du lien et on vous en remercie. Donc, je crois que c'était à guichet fermé avec Edgar Non, Keret. malheureusement, Non Ah oui. contrairement à toute attente, c'était pas à guichet À fermé. guichet On fermé. était 70 personnes. Ouais, c'est quand même pas mal. Et en tous les cas, on peut toujours se procurer son livre. Alors, Redonnez-nous vous le pouvez titre. vous procurer son livre Correction automatique et vous pouvez surtout voir la rencontre sur notre chaîne YouTube ou sur la médiathèque en ligne du MAGE, donc sur le site mage.org ou sur YouTube. Super. On ira, bien sûr. Tout de suite, je crois que nous sommes en ligne avec Joseph Hirsch. Joseph Bonjour. Hirsch, bonjour, merci d'être avec nous ce matin Merci, dans Lisbeth. l'émission du MAGE pour nous parler d'un colloque qui va se tenir mardi 13 mai, c'est-à-dire la semaine prochaine. Les C'est ça. Juifs et l'affaire Dreyfus. C'est autour de l'expo Dreyfus dont j'entends énormément parler et j'aimerais que vous nous présentiez le colloque, Joseph Hirsch. Oui, c'est un colloque, comme vous le disiez, est programmé à l'occasion de cette exposition. Et Philippe Auriol a voulu, par ce colloque, faire un sort au mythe de la passivité juive face à l'antisémitisme, qui est une thèse qui s'est assez ancrée dans les esprits. Oui. Et pour ce faire, il a souhaité qu'on dresse une galerie de portraits, d'une certaine manière, de différentes figures juives des contemporains de l'affaire, et pour étudier ce qu'ont été leur engagement, leur attitude, l'évolution de cette attitude au moment de l'affaire, un engagement qui a été parfois immédiat, dans d'autres cas qui a été un peu plus progressif, qui a mis du temps à se mettre en place. Voilà, et on a une galerie de portraits assez représentative, en tout cas très divers des juifs français de l'époque, c'est-à-dire qu'on Oui. a à la fois des notables israélites dont on connaît l'engagement, que ce soit les Halevi, les frères Rénac, les frères Natanson, fondateurs de la Revue Blanche, évidemment Bernard Lazare, un des premiers, Oui, tout le à premier fait. Dreyfusard. Mais donc il a là pour le coup on a donc, je le disais, des notables d'une certaine manière, des incarnations, des représentants de l'israélitisme, mais aussi des anarchistes, des anonymes, un grand rabbin en la personne de Zadok Khan. Alors, je vais vous interrompre parce que c'est vrai que bizarrement, d'ailleurs, je suis en train d'y penser et je le dis à Sophie également, c'est que dans l'histoire de l'affaire Dreyfus, on connaît plus ceux qui se sont indignés et qui n'étaient pas juifs. C'est un peu les noms qui sont restés, comme Zola et d'autres. Alors que beaucoup de juifs de l'époque ont pris fait et cause et se sont engagés. Et c'est si important de le rappeler. J'avais juste envie de le dire et c'est pour ça que ce colloque est plus que le bienvenu. De plus, il se passe avec le soutien de la DILCRA. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, la DILCRA soutient énormément de projets au musée, qu'il s'agisse d'expositions ou d'événements à l'auditorium. Et donc, c'est un soutien qui est vraiment, vraiment essentiel pour le développement de nos programmes. Et comme vous le disiez, oui, c'est une des choses qui va être explorée dans le colloque, c'est la difficulté pour les juifs de s'engager en tant que juifs, parce que précisément au moment de l'affaire, s'agite chez les antisémites et dans le journal de Drummond, La Libre Parole, l'idée que les Dreyfusards sont une clique de juifs qui agissent par intérêt communautaire. Il y a vraiment cette accusation qui est portée là, et ça explique aussi pourquoi certains d'entre eux ont eu du mal à s'engager publiquement par crainte que la figure de Picard précisément a été très bénéfique au Dreyfusard, parce qu'elle a permis d'incarner en fait ce personnage. Et le mythe de Picard, d'ailleurs, il va faire l'objet de la séance qu'on va consacrer au cinéma, à l'affaire Dreyfus au cinéma. Donc là, je saute un petit peu dans le temps, parce que ça aura lieu le dimanche 25 mai. Oui. Une journée où on aura, pour commencer, une conférence sur Dreyfus et l'affaire au cinéma, de 1898 à 1940. Donc 1898, on voit qu'on est quasiment à la naissance du cinéma, bien sûr.
et avec notamment Méliès, mais on va voir donc l'évolution de ce traitement de l'affaire au cinéma avec Marie Duval. Et l'après-midi, on va projeter le film de Roman Polanski, J'accuse, qui est une reconstitution extraordinaire, mais qui s'appuie sur un roman historique qui n'est pas sans problème sans problème historique précisément. Et Philippe Auriol, qui accompagnera cette séance, nous expliquera en quoi la présentation faite par le film de Picard et la présentation que le film fait de Dreyfus lui-même est assez problématique. Donc on aura cette projection vraiment enrichie par l'éclairage et l'expertise de Philippe Auriol sur cette affaire. Donc ça, ce sera le dimanche 25 mai à 19h. Je voudrais qu'on revienne quelques courts instants sur le colloque. Ce colloque qui se tiendra donc dès 9h30 le matin, le mardi 13 mai. Il va durer combien de temps, le colloque ? Alors, les horaires ont été affinés. Ça commencera à 10h et le colloque s'achèvera vers 17h30. C'est mieux. Et la dernière partie, c'est bien qu'on ait l'occasion d'en parler, elle concernera en fait la postérité de l'affaire pour les Juifs à travers l'étude de deux figures très importantes que sont Théodore Herzl et Léon Blum, Oui. puisque Denis Charbit nous fera l'honneur de sa présence pour une communication autour d'Herzl, et avec la question un peu provocante posée par Denis Charbit, ce sera Herzl, l'affaire et le sionisme, et si c'était une légende. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle c'est l'affaire Dreyfus qui fait naître chez Herzl l'idée du sionisme, oui, est sérieusement remise en question, en tout cas interrogée par Denis Charbit. Non, mais aussi, il faut dire que la phrase « et si c'était une légende », c'est la fameuse déclaration d'Herzl qui dit si vous le souhaitez, ça ne sera pas « im tirzu », exactement, ça ne sera pas une légende. Donc, c'est pour ça aussi... Oui, on reconnaît là la subtilité de Denis Charbit, évidemment. Exactement, c'est un clin d'œil, on a bien compris. Et justement, qui parlera de Léon Blum ? Alors, c'est Milo Lévy-Bruhl, qui est un chercheur et un philosophe politiste, qui est spécialiste de Léon Blum, à qui il a consacré sa thèse. Et Léon Blum, il a justement eu des mots un peu durs, peut-on trouver aujourd'hui, à l'endroit de l'attitude des Israélites français au moment de l'affaire Dreyfus, qui s'inscrivent un petit peu dans l'idée d'une passivité ou d'une crainte à s'engager. Et avec Milo Lévy-Bruhl, donc on examinera cette critique de l'israélitisme qui est faite par Léon Blum pour aller plus en profondeur dans ce sujet et voir ce qu'il y avait derrière et ce qu'entend Blum par cette critique. Oui, donc ça va être absolument passionnant, des grands noms tout au long de la journée pour évoquer les Juifs et l'affaire Dreyfus, un colloque passionnant qui se tiendra donc dès 10h le mardi 13 mai au MAJ. On va sur maj.org pour s'inscrire, bien entendu. Merci beaucoup Joseph Hirsch d'avoir été avec nous et quand vous le souhaitez bien sûr sur Radio J. On retrouve tout de suite Sophie Andrieux. Alors Sophie, vous allez évoquer avec nous une rencontre autour d'Emma Goldman. Qui était Emma Goldman ? Donc, Emma Goldman est une figure de l'anarchisme, du judaïsme et du féminisme. Donc elle s'inscrit un peu dans ces trois sphères, et c'est aussi en ça qu'elle est devenue une personnalité assez incontournable et extrêmement importante de ce qu'on peut appeler l'anarcho-féminisme. Mais en fait, pour revenir déjà aux prémices de sa vie, elle est née à Kovno dans l'Empire russe en 1869, et elle est dans un milieu religieux. Elle subit la pauvreté, l'autorité de son père, et très vite elle se rebelle contre toute forme d'autorité, donc l'autorité religieuse et l'autorité aussi paternelle, ou même, on pourrait même dire, patriarcale. Adolescente, ses parents déménagent à Saint-Pétersbourg, donc avec elle, et c'est là qu'elle rentre en contact avec des étudiants socialistes révolutionnaires. Et donc c'est à ce moment-là que commence son éveil politique.
et où Le elle... Bund Non. 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 Non, c'est pas ça. Enfin, Un je autre ne crois mouvement, pas. C'est un autre mouvement. Quelques années plus tard, en 1885, elle émigre aux États-Unis. Et donc, elle rejoint donc les milieux émigrés anarchistes new-yorkais. Et donc, c'est à ce moment-là, ou c'est à partir de là, qu'elle devient véritablement une pionnière de l'anarcho-féminisme. Elle mourra en 1940 à Toronto, mais elle demeure une figure emblématique du Yiddishland libertaire, si on peut dire. Donc, il y a un monde à la croisée de l'anarchisme et du judaïsme, et elle est redécouverte en ce moment grâce à de nombreuses publications, notamment chez Payot. Donc, il y a 2 ans sa biographie par la journaliste et écrivaine américaine Viviane Gornick, dont le titre est Emma Goldman, la révolution comme mode de vie. Mais on voit fleurir au fur et à mesure des mois et des années des textes d'elle, donc qui sont traduits du russe ou de l'anglais, ça dépend dans quelle langue elle a pu les écrire, comme Lettres à l'amant, par exemple, qui sont des textes sur la difficulté d'aimer, de faire l'amour et d'être libre, ou un autre texte qui s'intitule De la liberté des femmes, ou un autre sur l'anarchisme. Donc, c'est une figure extrêmement complexe qu'on est donc heureux de redécouvrir à travers donc les voix d'Alice Béja et de Maria Tarasova, qui sont des chercheuses françaises, donc qui travaillent sur Emma Goldman. Sophie, vous avez prononcé le mot voix. Là, grâce à Serge, qu'on remercie, on va écouter la voix d'Emma Goldman en 1943. Ah, bravo, merci Serge. I consider Russia and America the most interesting countries in the world today. How about Hitler? I don't know him and don't want to. What is your opinion of Italy? Voilà, c'est hyper émouvant, c'est génial. C'est super émouvant, hein, voilà. All countries are going fascist. Merci, Je elle demande parle à du Serge fascisme. pour la rencontre, Oui, parce qu'il a trouvé cette archive. oui, il nous dira hors antenne. C'est ça. Alors, donc, ça va se tenir le mardi 27 mai à 19h dans l'auditorium du MAGE. C'est important de le rappeler. Alors, également, vous souhaitiez évoquer avec nous un spectacle, je crois, hors les murs, que vous souhaitiez nous conseiller. Oui, vu qu'il nous reste quelques minutes, j'avais envie de vous faire part d'un coup de cœur, un coup de cœur extrêmement récent, parce que donc j'ai eu la chance de pouvoir assister à l'avant-première du nouveau documentaire de Yves Geland, Ariane Chemin et Lisa Vapné sur Zelensky, qui s'intitule plutôt « Et Volodya devint Zelensky », parce qu'en fait, dans ce documentaire, on découvre comment donc cet homme politique, ce chef de guerre, d'où vient-il, dans quoi c'est ancré aussi cet engagement, et en fait on découvre que Zelensky donc est un petit garçon d'Ukraine, de l'Ukraine soviétique, qu'il a grandi dans un quartier très modeste, dans lequel il s'est fait une bande de copains, et avec cette bande de copains ils sont devenus des stars de la télévision soviétique. Véritablement, il faisait des shows, des shows musicaux, mais des shows aussi d'humour. Et donc, on voit tout ce parcours-là de ce petit garçon, puis adolescent, et puis jeune adulte qui faisait des tournées dans tout l'Empire soviétique, jusqu'à ce qu'il crée cette série qui est un peu partie d'un pari ou d'une forme de fantasme, où c'est donc une star de la télé qui devient président de l'Ukraine. Et donc la fiction est devenue réalité, et on découvre aussi que toutes les personnes dont il s'était entouré pour cette fiction, parce qu'il reste toujours avec ses amis, sont aussi après, ils font partie aussi de son gouvernement. Donc c'est vraiment un parcours totalement fascinant. Mais donc il y a l'homme, et il y a aussi ce romantisme qu'il y a dans les films d'Yves Geland, qui moi me touche toujours beaucoup. Un grand cinéaste. C'est un grand cinéaste. Il a été donc entouré d'Ariane Chemin et Lisa Vapné, qui ont fait un travail incroyable de recherche, de traduction. Et en plus, on a quand même une interview exclusive, parce que Yves Geland est allé rencontrer Volodymyr Zelensky. Donc quand est-ce qu'on pourra le voir ?
Alors, on pourra le voir à partir du 13 mai sur Arte. Alors, je crois que Formidable. c'est sur Arte, sur le site d'Arte à partir d'aujourd'hui. Oui. Et ce sera diffusé sur la chaîne le 13 mai à 21h. À et ne on pas découvre, rater. voilà, il n'est pas vraiment question de la jutéité de Zelensky, mais parfois c'est parsemé un petit peu. Et notamment, Oui. il y a un ami qui dit qu'il n'a pas un humour russe ni soviétique, mais un humour ukrainien et juif. Et que c'est ça qui fait sa patte et son succès aussi. Voilà. Bah écoutez, à découvrir grâce à vous. Merci de merci. partager, Sophie Je Andrieux, m'en réjouis. ce coup de cœur. Je voulais juste très vite dire que le jeudi 15 mai, nos auditrices et nos auditeurs le savent, va y avoir un super concert, le Mark Crofts Klezmer Ensemble. On peut avez retrouver reçu. l'interview que j'ai réalisée sur le YouTube de Radio J, parce que ça va être un concert magnifique avec Mark Crofts et son ensemble. Alors, Yves Geland, on me fait signe que c'est déjà sur Arte TV. Je vous propose de terminer cette jolie émission, Sophie, avec quelques notes. Dreyfus, Le Sommeil Bleu, la comédie musicale de Michel Legrand. C'est plus Yves Duteil. Voilà. Michel Legrand, j'adore aussi. Voilà, vous voyez, il y a Merci, plein. Dreyfus, on trouve toujours un biais pour en parler. On vous embrasse. À très Merci, vite Lise. sur Radio J. À Merci. bientôt. Ce soir, il pleut sur le jardin. Au plafond, votre ciel est bleu. Vous dormez bien, votre sommeil est le seul repos de mes journées. Il ensoleille ma vie noyée, l'absence et l'indifférence. Je me suis battue. Qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers Radio J. pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 14h, 15h.